Clara a d'abord été très fatiguée pendant plusieurs jours. Puis le mardi, elle s'est plainte d'avoir des ganglions. Le médecin a dit que ça peut aussi être une mononucléose. Donc vous faites une prise de sang un peu plus tard. Et puis bon voilà, je n'étais pas très inquiète en fait. Et le jeudi matin, avant d'aller à l'école, Clara vient me voir et puis me montre, elle avait des espèces de grosses boules bleues sur les jambes. Moi, je me suis dit, mais ça, c'est pas normal, quoi. Entre la fatigue, quelques ganglions et ces grosses boules bleues qui apparaissent. J'ai récupéré Clara, la prise de sang qu'on devait faire la semaine d'après, on l'a faite tout de suite. Madame Hainaut, j'ai les résultats du labo. C'est grave, Clara a une leucémie. Et je ne savais pas comment lui dire. Et j'ai dit, je vais faire comme le médecin. Je vais lui dire pareil. Et je l'ai réveillée, je dis, Clara, tu as une leucémie, il faut que tu prépares ton sac. On part dans 10 minutes. En un quart d'heure, je savais que ma fille avait une leucémie, que c'était grave, et on était dans le taxi. Avec ma fille, on avait du mal à se parler, à se regarder. Et puis, on a avancé. On a suivi le chauffeur de taxi qui a pris notre sac. On a monté l'ascenseur et puis on arrive au 2e étage. Et là, ce qui est étonnant, c'est que vous arrivez dans un service et vous voyez le prénom de votre enfant qui est déjà inscrit sur la porte. Et là, vous vous dites, on en a vraiment pour un long moment. Clara, c'était difficile parce qu'elle cherchait à ce que je lui donne des réponses rassurantes. Et puis, j'avais pas de réponse rassurante à lui donner. Et sa grande question, c'était « Maman, est-ce que je vais perdre mes cheveux ?» Tout le traitement, etc., elle en avait peu conscience, mais c'est vrai qu'on voit son enfant, et puis on sait qu'il va perdre ses cheveux. Je voulais prévenir cette chute. On a fait venir plusieurs prothésistes capillaires, mais rien lui convenait. Et puis elle voulait ses cheveux, donc de toute façon, il n'y a rien qui pouvait convenir. Et puis un jour, ça a commencé à tomber. Et je me souviens à la maison, une fois, Clara qui me dit « Maman, je m'excuse, mais j'ai mis plein de cheveux par terre. » Et puis on était malheureuses toutes les deux. Son frère l'a mal vécu aussi, puis finalement, j'avais une tondeuse pour son frère. Elle m'a dit « Maman, je peux pas faire comme ça. » Et à un moment, vraiment, là je vous le dis calme, mais c'était pas du tout dans le calme. Et puis du coup, on a pris la tondeuse. J'ai pris la tondeuse et j'ai commencé à tondre une première fois. Pas trop court, parce que pour qu'on le fasse au fur et à mesure, au cas où ça lui convienne. Et puis, Clara était crispée, se retenait de pleurer, mais ça pleurait quand même. Moi, j'étais crispée derrière elle et je me retenais de pleurer, mais je pleurais quand même. Et on a l'impression de tondre un juif pendant la guerre, quoi. C'est horrible. Et donc, le soir, on a mis la mousse à raser sur la tête et puis j'ai rasé complètement. Et ça, elle a perdu ses cheveux 4 fois, Clara. Donc, parce qu'entre-temps, entre certaines chimios, Clara est soignée depuis 19 mois, et entre certaines chimios, les cheveux ont repoussé. Et puis, à chaque fois, je l'ai retondu. On ne s'habitue pas. Mais 4 fois, c'est difficile. Ensuite, elle a aussi à subir les effets des corticoïdes, puisqu'il y a eu des chimios, mais il y a aussi de très grosses doses de corticoïdes. Et les corticoïdes peuvent avoir un effet sur les os et faire des nécroses. Et Clara, actuellement, nous a montré une ostéonécrose à la hanche et une ostéonécrose au genou. Alors, il y en a qui ont des ostéonécroses et qui sont en fauteuil roulant. Parce qu'après, ils n'arrivent même plus à se déplacer. Donc, quelque part, Clara, elle marche, même si elle a mal. Donc on se dit, c'est mécanique. Ça, c'est Primpéran, c'est pour éviter de vomir. Les pansements pour les petites blessures, puisque les blessures, elles ne se soignent pas. Les maux de ventre. Pour refaire le cathé. Le responsable des ostéonécroses. Bétadine pour désinfecter les plaies. Rivotril en cas de fourmillement et de chimio. Encore
la cortisone responsable des nécroses. Et voilà, il y en a plein. Ça, c'est pour les aftes. Quand elle avait des aftes pour anesthésier un peu la bouche. Tout ça, on fait tout seul. L'infirmière, elle vient pour faire les pansements, les prises de sang, ou quand il y a eu des perfusions à la maison. Mais pour tout ça, on est en autonomie, oui, à la maison. On arrive avec nos 4 caisses de médicaments la première journée et on ne sait pas ce qu'on va en faire. Ouais. C'est pas... Alors après, on maîtrise, hein, mais c'est paniquant la première fois. Ouais. Enfin, moi, ça m'a paniqué. Peur de mal faire et puis de contaminer notre enfant avec nos propres microbes. Donc, ce qui fait que ce geste-là, c'est, je sais pas, c'est 50 fois par jour. Au début, c'est la fin du monde. Et puis on comprend, en tout cas pour ma part, je comprenais même pas que le monde puisse continuer d'exister, alors que pour nous, c'était la fin, quoi. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, bah moi j'avais lu un livre de David Servan-Schreiber, qui avait eu un cancer du cerveau. Et tout de suite, je suis allée le relire, parce que je me suis dit, je vais peut-être y trouver des billes. Et finalement, j'ai trouvé des billes parce que dedans, il explique que 50%, enfin pour lui, 50% du traitement, c'est le moral. Et j'ai dit à ma fille un jour, je dis, bon écoute Clara, 50% c'est le moral, ça c'est nous, on peut faire quelque chose. Donc maintenant, on va aller courir, on va aller faire du sport, on va marcher. Alors courir, ça a été difficile pour elle, hein. Elle n'a pas réussi, on a marché, mais je dis, c'est pas grave, on marche. Au moins, moi, j'étais contente, j'étais avec ma fille, je marchais avec, et c'était ça le plus important. Parce que la première journée qu'on a passée en hôpital de jour, mais on était dans un état, c'est pas nous, quoi. Nous, laissez-nous sortir, on fait pas partie de votre monde, quoi. Clara a encore ses cheveux. Non, on fait pas partie de votre monde. On était vraiment mal. Et puis, ben, si, on en fait partie. On a de la chance, on est soigné. Et on essaye de positiver ce qui nous arrive, même s'il y a des moments positifs, mais pas du tout. Mais quelquefois, on essaye pour avancer. Au lieu d'aller au lycée tous les jours, ou au travail, parce qu'on préférerait 1000 fois être au travail, on vient dans un lieu avec plein d'enfants malades, qui sont tous plus malades les uns que les autres. Presque toutes les semaines, voire toutes les semaines, quand on vient, on apprend le décès d'un autre enfant, d'un qu'on connaissait plus ou d'un qu'on connaissait moins, mais moi, il n'y a pas une fois où je suis venue ici où j'ai pas appris le décès d'un enfant qui n'a pas pu être soigné, ou la rechute d'un autre ami. Je connais vaguement des gens qui ont eu des cancers, mais personne n'en parle. C'est peut-être aussi pour ça que je suis là, c'est parce que je me dis, il faut qu'on en parle, parce que je savais pas du tout, je savais pas ce que c'était une chimio, enfin exactement. J'ai vu du sang tomber dans les veines de ma fille, je me suis dit, why? Et je me suis aperçue que il y a des gens pour qui parler du cancer et du cancer de l'enfant, c'est, en tout cas à mon sens, dans ce que j'ai rencontré, encore tabou. Alors que il faudrait qu'on puisse en parler sans que ça le soit, quoi. Il faudrait que les gens... Alors moi, c'est aussi pour ça que je suis là, pour qu'on puisse le dire, dire voilà, ça se passe comme ça, et puis finalement, rester avec nous, quoi, rester près de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens au début, et puis après, petit à petit, chacun rentre quand même dans son quotidien. Et au bout de 19 mois, on a l'impression que c'est fini, alors que nous, depuis 19 mois, on est toujours dans la même vitesse. On est toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de notre enfant. On est toujours avec des traitements, on est toujours avec... donc il y a des paperasses aussi à faire, il y a plein de choses. Et en fait, c'est ça, quoi. Je pense qu'il faut en parler. C'est aussi peut-être le fait que la maladie nous submerge, la maladie de nos enfants nous submerge. On se sent aussi submergé par tout ce qui est administratif. Alors moi, c'est vrai que de par ma profession, je connaissais quelques biais comme les dossiers MDPH, Maison départementale du handicap, puisque nos enfants qui ont des cancers sont reconnus par la MDPH, avec des taux d'invalidité à 80% au moins pendant la période de la maladie. Et ça fait des papiers qui partent,
qu'on a pris du temps à remplir, quelquefois une journée, et puis qui reviennent, qu'il faut re-remplir parce qu'il manquait ou une ligne, ou après il faut passer dans des commissions d'appel. Donc moi, personnellement, en tout cas, j'ai trouvé que c'était lourd. On a quand même une assistante sociale à l'hôpital qui nous rencontre dès l'annonce de la maladie, donc assez rapidement, et qui nous explique ce dossier MDPH, qui explique certaines modalités pour avoir des aides, pour pouvoir faire face aux multiples frais annexes qui sont liés aussi à cette maladie. Et puis après, on se bouge soi-même. J'ai beaucoup sollicité la Ligue contre le cancer à Privas, qui nous a apporté une grande aide. Donc je dirais que c'était aussi des interlocuteurs. Après, je suis allée voir l'assistante sociale de mon travail et puis de la MDPH. Donc je me faisais plutôt entourer de gens qui sont proches de mon domicile. Quand j'étais à l'hôpital, je me faisais entourer des gens de l'hôpital, mais pour tout ce qui était administratif et financier, plutôt par les gens qui étaient proches de chez moi. Les enfants qui sont atteints d'un cancer sont en ALD, donc en affection longue durée. Donc les transports sont pris en charge et tous les soins, comme les chimiothérapies, tous les soins, toutes les hospitalisations, tout ça est pris en charge. Mais après, quand on a un enfant qui est par exemple en chambre stérile pendant 8 semaines, qu'on a un autre enfant à la maison et qu'on vit seul, il y a un moment où on est obligé de faire de nombreux allers-retours qui ne sont, eux, par exemple, pas pris en charge du tout, puisqu'il y a juste l'aller de l'enfant vers l'hôpital et le retour de l'enfant à la maison qui est pris en charge. Et de fait, moi, je sais que j'ai fait 50 000 kilomètres, par exemple, en quelques mois. Juste parce que déjà, aller de mon domicile à Lyon-Bérard, ça faisait 144 kilomètres. Donc on arrivait à près de 300 km par jour. Ça chiffre très très vite. Tantôt je suis allée travailler, tantôt j'étais en arrêt de travail. Et tantôt j'étais en congé, tantôt j'étais en accompagnement enfant malade. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Très dur à gérer. Le regard des autres est parfois bienveillant, parfois il est moins. Donc on culpabilise énormément et on est vraiment très très mal avec tout ça. Ouais. C'est très très difficile. En plus de la maladie de notre enfant à gérer, il faut gérer notre vie professionnelle d'une manière peu ordinaire et c'est très très compliqué, très douloureux aussi. Il faudrait que les parents d'enfants qui ont un cancer, qu'au moins un des deux parents puisse avoir le statut d'accompagnant. Ça va être dur, mais qu'en fait, on n'est pas à se battre tout le temps pour justifier, pour négocier. On est épuisé, on passe un temps fou à tout gérer, à gérer notre enfant, et on n'a pas de statut. Un statut de parent accompagnant qui puisse durer pendant tout le temps de la maladie de notre enfant, sans être obligé de se battre, avec le salaire qui puisse tomber au moins 80%, sans être obligé de se battre pour savoir comment on va joindre les deux bouts. Si on a un enfant, si on est enceinte, on a un statut. On a le droit à des congés parentaux, le père, la mère. Là, on a 11 jours d'enfant malade. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant a le cancer avec 11 jours d'enfant malade? Un cancer, ça ne dure pas 11 jours.